Salut tout le monde, aujourd'hui je vais lire le chapitre numéro 17 de Arthur Rimbaud. On va le découvrir avec vous, c'est parti. Que faisais-tu dans ta chambre demande Madame Rimbaud. Rien, j'étais juste venu voir s'il était réveillé. Bah il fouille, Vitali. Pour l'instant, moi tu le verras, mais ce sera. La jeune fille baisse les yeux. L'ordre est si sévère, prise d'une violente quinte de tout. Elle s'éloigne rapidement. Madame Rimbaud se retourne sur elle, inquiète cette maudite tout. Même au mois de juin, alors que le climat est plutôt doux, elle chasse son angoisse et pousse la porte de la chambre. À travers les rideaux tirés, le soleil de midi laisse entrevoir le désordre de la pièce. Des feuilles traînent un peu partout, sur la table, au sol. Elle en prend une au hasard, essaie de déchiffrer l'écriture serrée et tremblante. En vain. Que disent ces lignes désordonnées? Quelque chose qu'elle ne comprend pas, qu'elle se refuse à comprendre. Par endroits, la feuille est tachée. L'encre a bavé à cause des larmes, mais elle ne le remarque pas. La pièce sent le tabac. Une pipe traîne sur la table de chevet. Cette fichue pipe d'Arthur, depuis des mois maintenant, s'obstine à garder à la bouche. Elle observe un instant son fils dans la pénombre, allongé tout habillé sur le lit, les vêtements crasseux, froissés, les cheveux sales tombant sur les épaules, les doigts à la fois tachés d'encre et jaunis par le tabac. Il a tout du voyou. Que lui est-il arrivé? Elle aimerait tant qu'on lui explique. Ces derniers jours, elle a intercepté sur une lettre adressée à Georges Isambard, toujours lui, dans laquelle son fils écrivait: Maintenant je m'écrapule le plus possible. Pourquoi? Je veux être poète et je travaille à me faire voyant. Sans crapuler, quel échec! Poète, c'est bon pour occuper les loisirs et encore. Voyons, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Quel charabia! Que tout cela est malsain. Elle regarde dormir l'adolescent et se souvient du temps où elle venait réveiller l'enfant pour le compte à l'école. À peine l'avait-elle effleuré que les grands yeux bleus s'ouvraient. Docile, il se levait, se préparait tout seul. Elle se revut à verser une larme sur le pas. Alors elle tire les rideaux brusquement, faisant entrer le soleil de plein fouet dans la pièce. Il est midi. Jusqu'à quand comptes-tu rester au lit? Arthur détourne son regard de la lumière. Je n'ai rien de mieux à faire, bougonne-t-il sans se redresser. Puis, les yeux encore à moitié fermés, il observe sa mère, plantée devant le lit. Sa stature est plus imposante que jamais. Pourtant, elle ne l'impressionne plus. Elle lui paraît soudain risible, ridicule. Depuis la fin de la guerre, reprend Madame Rimbaud, depuis le 15 février, les cours ont repris au théâtre en attendant que le collège soit remis en état. Nous sommes fin juin et tu n'y as pas mis les pieds une seule fois. Je n'ai aucun goût pour les planches. Si tu ne veux pas retourner au collège, je te mettrai en pension à la rentrée. C'en est fini des études pour moi. Si tu as décidé d'arrêter tes études, alors travaille. Pour faire quoi? Vendeur de journaux comme Frédéric? Si tu abandonnes ça, tu trouveras un métier honorable. D'un geste furieux, elle renverse les manuscrits qui se trouvaient sur la table, lui tressaille imperceptiblement mais ne dit rien. Puis les yeux rivés sur les feuillets épars, il marmonne comme pour lui-même. Ça, c'est un travail inepte, infâme, mystérieux. Je ne comprends rien à ce que tu racontes, exprime-toi clairement. Arthur se lève d'une voix cinglante. Le travail est plus loin de moi que mon ongle. L'aide de mon œil, lance-t-il, je ne travaillerai jamais, du moins au sens où tu l'entends. Et l'argent, il t'en faut pourtant. Où trouves-tu l'argent pour payer ton bac? Chez les imbéciles, d'anciens camarades de collège qui m'entretiennent. En tout cas, ne compte pas sur moi pour continuer à te nourrir. Si d'ici un mois tu n'as pas trouvé une place, ce sera la porte. Quand tu me verras manger positivement de la merde, tu ne trouveras plus que je coûte trop cher à nourrir. Quant à la porte, c'est avec plaisir que je la prendrai. Elle a levé le bras comme elle avait fait quelques mois auparavant, au retour de sa première fugue, mais cette fois, il a saisi sa main au vol. Et c'est elle qui a dû baisser les yeux. Plus de gifles, ce temps-là est révolu. Alors que son fils avait déjà claqué la porte, elle se met à crier. Tu finiras par rentrer en maison de correction. De sa chambre, Vitali a suivi la dispute. Elle a entendu les pas de son frère qui dévalait les escaliers. Après avoir jeté un châle sur ses épaules, elle sort à son tour. Elle voudrait lui parler, lui dire qu'elle a passé une heure ce matin dans sa chambre à lire ses poèmes. Lui dire que mais les mots... Non, dire que... Ouais, mais les mots ne viennent pas. Elle ne sait plus comment aborder son frère. Il a tellement changé. Le voilà derrière les grilles du collège, pipe à la bouche, fourneau à l'envers, qui s'amuse à cogner avec une canne les barreaux de fer, sous le regard ahuri des pensionnaires en récréation. La surveillance s'empresse de la chasser. Tandis qu'au fond de la cour,
Monsieur Perrette fait la leçon aux jeunes. Voyez, voyez ce qui est devenu le petit génie. Ne prenez pas exemple sur lui. Mes enfants, mieux vaut être comme tout le monde, progresser doucement mais sûrement. Les prodiges ne font que les dévoyous. Elle se hâte, son frère est éloigné et elle ne veut pas le perdre de vue. Mais voilà qui provoque un nouvel incident. À l'entrée de la bibliothèque municipale pour faire lever les assises, il lance une pierre et brise une vitre. Scandale hante les passants, traitant le fugitif de tous les noms. Aucun d'entre eux n'a vu l'oiseau posé sur ses épaules. Mais la jeune fille, elle a reconnu les magnifiques couleurs qui fondent dans la chevelure de son frère. À présent, il marche droit devant lui, la tête haute, les joues empourprées, les yeux fixes, perdus dans le lointain. Elle le suit encore quelques instants jusqu'au pont Saint-Julien. Elle ne poussera pas jusqu'au bois d'amour. La silhouette de l'oiseau l'a rassurée. Elle rebrousse chemin en grelottant sous le soleil. La fièvre monte de nouveau. Elle se sent le feu qui la dévore de l'intérieur. De sa poitrine oppressée montre un râle qu'elle ne peut réprimer. Il lui reste un peu de temps à vivre, elle sait. Et il a mélangé quelques brins d'herbe verte au tabac et roulé une cigarette. Il tire une première bouffée, longuement. Un goût acre imprègne son palais, descend dans sa gorge puis remonte vers ses narines. Quelques volutes de fumée s'échappent et lui piquent les yeux. Ça sent bon. Il tire une seconde bouffée, se lève et ouvre la porte. Sur le chêne qui se dresse devant la cabane de jardinier, l'oiseau vole d'une branche à l'autre, se cache derrière un rameau de feuillage, réapparaît, jette ses couleurs en jouant avec les rayons de soleil. La fumée de plus en plus dense enveloppe le visage du jeune homme. Les larmes montent, sa vue se brouille. Le flou est merveilleux. À noir, blanc, rouge, vert, au bleu, murmure-t-il. Et comme il lève la tête vers la cime du chêne, il voit l'oiseau grandir démesurément jusqu'à couvrir de son ombre l'arbre tout entier ouvrant les ailes. Il étend sur le bois un voile de brume. Le jeune homme avance sous ses pas, la lettre est mobile. La brume née de l'oiseau s'allie au soleil et fait miroiter les toits qui la s'alignent au plus loin. Et bientôt des dômes se lèvent. Plus la d'ardoise, plus d'usines crachant une fumée noire, mais des mosquées aux dômes d'or et d'argent. L'oiseau s'envole sur les routes du ciel, il dessine des calèches. Le jeune homme avance encore jusqu'à un lac immense, vers lequel il se penche. La surface de l'eau frémit, blonde et brillante, comme une chevelure de femme. Au fond du lac, il y a un salon. Les dernières volutes de fumée montent vers les anges qui, derrière les nuages, jouent du tambour. Le mégot de sa cigarette s'échappe de ses doigts et il ferme les yeux. À son réveil, il fait nuit noire. Il a dormi toute l'après-midi, la tête lourde, les lèvres desséchées. Il quitte le bois, poussé par la soif. L'hallucination s'est dissipée et son esprit est clair. Plus de voix dans la forêt, plus de visions, plus de mystères, rien que les branches cassées qui gémissent sous ses pas. De temps en temps, le cri d'un animal et de nouveau l'ennui. La ville est déserte. Il entre dans un bistrot dont les portes allaient fermer. On lui sert une absinthe en le regardant de travers. Puis il déambule encore dans la rue vide. Trouve un dernier cabaret où il boit plusieurs verres. Enfin il sort, ou plutôt on le flanque dehors. Cette fois toutes les portes sont closes. Alors la rage le prend. Il étouffe, il a envie de hurler, de se faire des entailles par tout le corps. Il voudrait devenir hideux comme un mongol et le voilà qui décide de semer non plus des rimes sur le pavé, mais des graffitis sur les murs de la ville. Petit poussé rageur, il marque son trajet. Sur la promenade des Tilleuls, il trace en grand. Je hais l'été, je hais l'hiver, je hais la junte des carreaux-pôles merdés. Sur la place du Saint-Sépulcre, merde à Dieu, vive l'académie, l'absence, j'ai un feu. 71. Rue du Moulin, rendez-vous à Parmerdé. Square de la Gare. À Parmerdé, ça ne se clingue pas comme ici. Je contemple Stat, la nature et sa masse s'orcule tout entier. Je suis tanné. Il va pour signer mais s'arrête. Il se souvient brusquement du cahier de brouillon sur lequel écolier laissait diverses signatures. Arthur Rimbaud de Charleville, c'était celle qu'il préférait. Cette fois, il lui en faut une autre. Alcide bava. Puis il s'accroupit sur le trottoir.
Tanné, il est tanné, et il pleure un voyou écroulé sur le pavé. Un enfant seul dans le noir, le bruissement d'ailes. L'oiseau est revenu alors toute la nuit, il noircit les feuillets de ses carnets. L'écriture sans hallucination, il ne toucherait plus à l'herbe verte. Il n'en a pas besoin, la vision est là sous sa plume. L'aube, cette fois, l'a trouvé éveillé. Le jeune noctambule quitte à regret son trottoir bercé de rimes pour entrer au café du terme. Qui ouvre ses portes, il demande de l'alcool, on le revoit sans ménagement. À l'insulte, il répond avec par un éclat de rire. Un attroupement s'est formé devant le mur couvert de graffiti. Tant de grossièreté qu'on n'en croit pas ses yeux. On crie au scandale, on jure qu'on va arrêter ça. L'auteur du délit traverse le square et se rend au café de l'univers, dont la propriétaire accueille en souriant. Tu ne crois pas que tu y es allé un peu fort cette fois? Les langues vont se déchaîner. Allez, prends ta place, je te sers dans un instant. Ancien parisien, le propriétaire du café de l'univers supporte mal la vie à Charleville. Il s'est pris d'amitié pour l'adolescent, qui lui rappelle sa jeunesse. Il apporte 2 verres de vin rouge et, pour ne pas rompre avec l'habitude contractée depuis 2 mois, trinque avec le jeune homme. Je lève mon verre à ta santé, à tous les francs buveurs, les anticléricaux et les anarchistes. À ton voyage à Paris, à part merder. Et ils vident leur verre d'un trait. Je te laisse travailler. Prends aussi la table d'à côté si tu veux. Tu seras plus à l'aise. Ajoute le tenancier après avoir apporté à Arthur une plume et du papier. Celui-ci se met au travail sans tarder. Le voyou redevient un écolier bien sage, qui recopie un poème comme autrefois à Douai. Sont dans sa chambre, ce qu'on dit au poète à propos de fleurs. Il se relie puis rajoute un mot, porteur de toutes ses espérances, à Monsieur Théodore de Banneville. Monsieur est cher à maître, vous rappelez-vous de moi avoir reçu de province, en juin 1170, 100 ou 150 hexamètres mythologiques intitulés Credo in Unam. Vous fûtes assez bon pour répondre. C'est le même imbécile qui vous envoie les vers ci-dessus. Signé Alicide Bava. Pardon, j'ai 18 ans, j'aimerais toujours les vers de Banneville. L'an passé, je n'avais que 17 ans. Ai-je progressé? Alcide Bava, A.R. Il glisse la feuille dans une enveloppe. La mère de côté entame une seconde lettre. Il hésite, rougit alors que personne ne le regarde. Paul Verlaine, il lui a déjà écrit 2 fois sans réponse. Il lui a écrit sans enthousiasme, son admiration, son ennui à Charleville. Il lui a envoyé 5 poèmes et pas un mot en retour, rien. Il tripote sa plume, que dire cette fois? Il se décide pour quelques lignes sans rime. J'ai le projet de faire un grand poème et je ne peux travailler à Charleville. Je suis empêché de venir à Paris étant sans ressources. Ma mère est venue extrêmement dévote. Extrêmement dévote. Elle ne me donne que 10 centimes tous les dimanches pour payer ma chaise à l'église. Je les mets au courrier comme d'habitude, demande le propriétaire qui s'est approché. Oui, faites attention à celle-ci surtout, précise Arthur en désignant celle qu'il destine à Verlaine. Ne t'inquiète pas, combien de temps met une lettre pour arriver à Paris? Une dizaine de jours à peu près. Il compte sur ses doigts comme un enfant paresseux. 10 jours aller, 10 jours retour, et encore. Si Verlaine répond immédiatement, 20 jours, 3 semaines, une éternité à Charleville. Découragé, il se lève, non sans avoir avalé un dernier verre. Le soleil est tôt dans le ciel. Il est temps d'aller se coucher. Il traverse de nouveau le square, touche au coin de la rue du Moulin, et comme il passe devant la librairie L'Hôtelier, l'employé aux blouses grises l'apostrophe sur le pas de la porte. Monsieur Rimbaud, votre dette aujourd'hui s'élève à 35 francs. Ça ne peut plus durer. Demandez-les à ma mère, lance le jeune homme sans s'arrêter. Mais votre mère refuse de payer. Elle dit que ce sont vos affaires, rétorque l'employé en lui courant après. Alors demandez-les à Dieu. Et s'il refuse de payer alors, il se retourne, fait un bras d'honneur et la blouse grise offusquée se ratatine sur elle-même jusqu'à se confondre avec le pavé. Chapitre 18 d'Arthur Rimbaud. Il y a une plume bleutée, un peu dorée, sur la pile de manuscrits. Vitaly la prend entre ses doigts, puis souffle dessus en souriant tristement. L'oiseau, cela fait bien longtemps qu'elle ne l'a pas vu. Elle ramasse un feuillet qui traîne par terre, le bateau ivre. Quel beau titre, une violente quinte de tout l'empêche de lire la suite. Ouvre la fenêtre, murmure Arthur éveillé par le bruit
Tu respireras mieux l'air frais qu'elle inspire. L'augment calme la jeune fille qui vient s'asseoir sur le lit auprès de son frère. Toi tu souffres, tu ne te plains jamais, dit Arthur en se tournant vers elle. Il y a du courrier pour toi. De là, elle a apporté ce matin. Bah, bourgonne Arthur en mettant l'oreille sur sa tête pour se protéger de la lumière. Rien d'intéressant comme d'habitude, ouvre-les, va. Eh bien, dis-moi, remarque Vitaly après avoir décacheté la première enveloppe. Il n'est pas bien bavard, ton correspondant. Il n'a écrit qu'une ligne. Qu'est-ce qu'elle dit, cette ligne? Venez, chère grande âme. Vous appelle, on vous attend. C'est signé qui? Paul Verlaine. L'oreiller a été lancé par terre avec une telle violence qu'il se crève en jetant une nuée de plumes dans la pièce. Arthur bondit vers la table, tente de rassembler ses manuscrits, puis, trop ému, renonce à faire quoi que ce soit. Comme Vitaly le regarde avec des yeux ébahis. Vitaly, Verlaine me demande d'aller à Paris. Tu te rends compte? Non, pas vraiment. Attends, Verlaine, c'est celui dont tu voles les livres chez Joly. Ouais, oui, c'est lui. L'un des plus grands poètes. Vitaly, l'un des plus grands. Seigneur, et il t'appelle chère grande dame. C'est joliment dit, c'est gentil. Vitaly pose un regard interrogateur sur son frère qui assis de nouveau sur le lit, a subitement l'air soucieux. Je ne vais pas pouvoir y aller, dit-il en donnant un violent coup de pied sur ce qui reste de l'oreiller, au sol. Je n'ai pas de quoi payer mon voyage. Eh bien, prends mes économies, propose aussitôt Vitaly. J'ai 2 francs. Et elle insiste fièrement sur le chiffre avancé en brandissant 2 doigts sous le nez de son frère. Ce n'est pas suffisant, ma pauvre Vitaly. Tandis que la jeune fille réfléchit à une autre solution, la porte s'ouvre. Que fais-tu là, grande Madame Rimbaud? Je t'ai déjà dit de ne pas rentrer dans ma chambre. Sors immédiatement. Vitaly fait non de la tête et s'accroche des 2 mains au rebord du lit pour bien montrer que percé Arthur, que personne ne la fera lever, mais elle regarde les yeux baissés. Arthur lui se plante devant sa mère. Tu veux savoir si j'ai trouvé une place, c'est ça? C'est la fin de l'ultimatum? Exactement, j'ai été patiente. Beaucoup trop patiente. Je t'ai laissé 4 mois. Maintenant, il faut prendre une décision. Ma décision est prise. Je vais à Paris pour y être jeté en prison ou pour en revenir à moitié mort de faim et de froid comme la dernière fois. Paul Verlaine m'invite chez lui. Qui est-ce? Sourire ironique du fils. Tu ne le connais pas. On ne parle pas de lui dans la Gazette des paysans. La mère ne relève pas l'impertinence. Et avec quoi comptes-tu payer ton voyage? Demande-t-elle. L'argument porte immédiatement, le sourire ironique s'efface et Arthur baisse les yeux. Vitaly, qui n'a perdu un mot de l'échange, n'a pas perdu un mot de l'échange, s'empresse d'intervenir. Maman, s'il te plaît, sois assez gentil pour payer le voyage à Arthur. Ce monsieur qui l'invite est un grand poète. C'est très important pour son avenir. Tais-toi donc, Péronnelle. Ce voyage à Paris est inutile. Je n'ai que faire à des hommes de lettres. La littérature n'est pas un métier et je ne donnerai pas un sou. L'indignation empourpre les joues de la jeune fille. Fixant sa mère avec un aplomb inhabituel, elle semble prête à lui manquer de respect. Mais Arthur la calme d'un geste et tend à sa mère la 2e lettre, apportée par Vitaly qui traînait sur le lit. Je n'ai pas besoin de ton argent. Verlaine envoie un mandat pour payer mon voyage. Lis toi-même, mandat lettre. 20 francs destinés à monsieur Arthur Rimbaud, expéditeur, Paul Verlaine, 14 rue Nicolet, Paris. Toute réponse est inutile, elle n'a plus qu'à renoncer. Elle claque la porte sans un regard pour son fils. Quand comptes-tu partir? Demande Vitaly. Tout de suite. Branle-bas de combat dans la chambre. Aussitôt Vitaly sort une valise, ouvre l'armoire, prend du linge qu'elle commence à plier sur le lit. Puis retourne à l'armoire, choisit un pantalon bleu, une chemise bleue, une paire de chaussettes bleues, la cravate de corde qu'elle a elle-même offerte à son frère pour son anniversaire, fourre tout cela dans les bras d'Arthur et le poussant vers la porte. Va donc te laver et t'habiller de propre, ordonne-t-elle. Tu ne peux pas y aller comme ça, tu te sens mauvais, c'est une infection. Lorsqu'une demi-heure plus tard Arthur revient, il trouve sa chambre métamorphosée. Tout est en ordre, ses manuscrits sont rangés en piles régulières sur la table et Vitaly, aidé Isabelle qui l'a rejointe, est en train de boucler sa valise. Arthur s'approche et inspecte rapidement le contenu de celle-ci. Quelques chemises, un pantalon et d'innombrables paires de chaussettes bleues qu'il retire une à une sans en avoir la faim. C'est moi qui ai choisi les chaussettes, explique Isabelle. Tu sais, il fait froid à Paris et quand on est chaud aux pieds, on a chaud partout. Je te remercie. Isabelle, je n'ai pas
Besoin, dit Arthur en souriant. Je n'ai pas besoin de ça non plus, ajoute-t-il en repoussant la valise. Je ne prends que ça. Et il choisit sur la pile de manuscrits quelques feuillets qu'il glisse dans la poche de son grand manteau. Mais bon, comme tu voudras, soupire Vitaly. Puis remarquant la mine sombre de son frère, qu'y a-t-il demande-t-elle. Il y a que j'appréhende, je serai bien reçu, mais quoi? Je suis timide, je n'ai pas l'habitude du monde. Je ne sais pas me tenir et je ne vois rien dans la conversation. Oh, pour la pensée, je ne crains personne. Mais pour le reste, les mains dans les poches, il se balance d'un pied sur l'autre. Hésitant, c'est Vitaly qui doucement le pousse hors de la chambre. Les trois jeunes gens se dirigent en silence vers la porte d'entrée. Trop émus, ils s'embrassent avec retenue. Les mots ne viennent pas pour se dire au revoir. Arthur est déjà dans les escaliers quand une haute silhouette sombre se dresse sur le palier. Combien de temps vas-tu t'absenter? Demande à Madame Rimbaud. Je ne sais pas. Longtemps, je ne sais pas. Écris-nous au moins et prends soin de toi. Il n'a rien entendu, il a déjà dévalé les escaliers. Sur la rampe, la main de sa mère a cherché la sienne, mais il ne s'en est pas rendu compte. Et la mère ferme la porte sur son fils, se demandant pourquoi ses gestes, lorsqu'ils se veulent tendres, sont si maladroits. Fin du chapitre. On se retrouve pour nos épisodes. Bye, j'espère que vous aurez aimé cela.